À la une de Jeune Afrique cette semaine, la réélection de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo pour un second mandat de 5 ans. Son investiture est prévue le 20 janvier. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. C'est la Cour constitutionnelle qui a confirmé cette semaine la réélection de Félix Tshisekedi, malgré les protestations de l'opposition. Réélection donc qui s'explique de différentes manières. Alors, quels que soient les dysfonctionnements, ils ont été nombreux qui ont entaché le scrutin présidentiel. La victoire de Tshisekedi ne fait guère de doute, même si son ampleur, 73%, peut être un petit peu sujette à caution. Alors, l'opposition parle certes de braquage électoral, appelle à la mobilisation, mais elle ne pourra pas longtemps faire, cette opposition, l'économie d'une autocritique, Catherine. On se rend compte en effet à quel point ne pas avoir eu de candidat unique face au président sortant dans le cadre d'un scrutin à un seul tour, c'était quasiment suicidaire lorsque le 17 novembre, à l'issue de 4 jours de conclave tenus à Pretoria, les représentants des 5 principaux candidats d'opposition échouent à désigner l'un d'entre eux, la messe était en quelque sorte déjà dite. Alors à ça s'ajoute pour certains, on pense notamment à Denis Mukwege, voire à Martin Fayulu, une campagne qui a été plombée par le manque de moyens et parfois teintée d'amateurisme. À cela s'ajoute surtout la stratégie particulièrement agressive du camp Tshisekedi, à la fois nationaliste, identitaire, populiste, dont le but était d'acculer Moïse Katumbi, identifié comme le principal adversaire, dans une position constamment défensive et auto-justificatrice, en l'accusant sans aucune retenue d'ailleurs d'être le candidat du Rwanda, voire même de ne pas être congolais lui-même. On peut certes considérer qu'il s'agit là d'une stratégie de diversion, mais elle a incontestablement réussi, Catherine. Oui, vous parlez d'une stratégie de congolité mise en œuvre par le camp présidentiel. Comment cette stratégie a-t-elle fonctionné précisément ? La recette, elle n'est pas nouvelle. Mobutu et Kabila l'avaient déjà utilisée avec succès. Les Congolais ont toujours été nombreux à soutenir ce type de discours nationaliste, teinté d'orgueil et parfois, hélas, de xénophobie. C'est à la fois un nationalisme de compensation par rapport à ce que beaucoup dans ce pays ressentent comme une impuissance à être maîtres de leur propre destin. Et c'est un nationalisme patrimonial qui permet aux Congolais de rêver à ce qu'ils pourraient être, à ce qu'ils devraient être au regard des immenses richesses potentielles de leur pays par rapport aux dures réalités de leur vie quotidienne. L'exaltation de figures de la résistance mise en avant par Tshisekedi, comme Kim Pavita, Kim Bangu, Lumumba, Kasavubu, a également joué un rôle. Quant à la rhétorique guerrière anti-rwandaise, elle fait un petit peu fonction d'exorcisme par rapport au fait d'être tenu militairement en échec depuis plus de 10 ans par un mouvement rebelle, le M23, lequel est soutenu par un voisin 90 fois plus petit que la République démocratique du Congo, Catherine. En marge de cette élection, François Soudan, Jeune Afrique et plusieurs autres médias publient une tribune qui appelle à la libération de votre correspondant en RDC, Stanis Boujakera. Oui, une tribune co-signée par une 60aine de personnalités appelant à la libération de Stanis, abusivement détenu depuis plus de 4 mois à la prison centrale de Makala. Le président Tshisekedi avait laissé entendre qu'une fois réélu, il pourrait, sans s'ingérer dans le fonctionnement de la justice, faire un geste en ce sens. Ce geste, nous l'attendons avec d'autant plus d'impatience, Catherine, que la parodie procès en cours est à l'image d'un dossier de l'accusation à la fois incohérent et inconsistant. Une tribune appelant donc à la libération du journaliste Stanis Boujakera que vous pourrez lire en intégralité sur jeuneafrique.com. Merci François Soudan. François Soudan de Jeune Afrique avec Catherine Potet.